Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Et pour ce faire, je cède la parole en question principale au chef de l'opposition officielle. Madame la Présidente, la saine gestion des finances publiques est au cœur des préoccupations du Parti libéral du Québec. Hier, autre gaspillage caquiste, qui trouve ça bien drôle hier, quand on a fait la démonstration qui s'est gaspillé près de 50 millions de dollars dans le programme Offensive Formation en construction. Ça, c'est à peu près 3 000 personnes, Madame la Présidente, qui, pendant un peu plus de 20 semaines, ont reçu 750 dollars par semaine dans leur poche, puis qui, aujourd'hui, à terme de leur formation non complétée, ne travaillent pas, Madame la Présidente, dans l'industrie de la construction. Près de 50 millions gaspillés, c'est ça la CAQ. Ça rit moins. On poursuit. Paraphe pratique, 294 millions de dollars. Pas de reddition de compte, on ne sait pas ce que ça a donné. Notre collègue de Bourassa-Sauvé questionnait la ministre de l'Emploi le 23 avril dernier. Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est qu'on ne saura jamais si le programme Paraphe a fonctionné? Réponse de la ministre, c'est ça, exactement. Les données qu'on n'a pas, c'est notamment ceux pour le Paraphe qui s'est terminé en 2021. On n'a pas non plus les résultats de suivi pour les premières années de la mise en œuvre du pratique qui ont été lancés en 2021. Bref, offensive construction, près de 50 millions gaspillés. Paraphe pratique, 294 millions, on ne sait pas si ça marche. C'est ça la mauvaise gestion caquiste. C'est pour ça que le collègue de Saint-Jérôme a claqué la porte. La CAQ gaspille, nous endette. On n'a plus les moyens de se payer la CAQ. La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, on s'attend dans les prochaines années à un boom économique, entre autres chez Hydro-Québec. On prévoit 150 milliards de projets. 150 milliards. On veut doubler la capacité offerte par Hydro-Québec et encore la semaine dernière, j'ai rencontré plusieurs entreprises françaises qui veulent investir au Québec, mais malheureusement, on n'a pas l'électricité qui est disponible. Donc, il y aura beaucoup de projets, entre autres, rehausser la capacité des centrales hydroélectriques, ajouter beaucoup de projets d'éoliennes dans toutes les régions du Québec. Et pour ça, Madame la Présidente, Hydro-Québec prévoit avoir besoin de 35 000 travailleurs de plus, entre autres en construction. Donc, qu'est-ce qu'on a fait, Madame la Présidente? On a mis en place des cours accélérés où on paye les étudiants pour venir étudier en construction. Et pour l'instant, 40 des diplômés ont leur certificat de la CCQ. Et Madame la Présidente, il y a des formations qui ne sont pas terminées. Donc, il faut être prudent avant de faire des évaluations sur les résultats. Les formations ont lieu actuellement. Première complémentaire. Madame la Présidente, je peux-tu dire ça qu'en tout respect, le premier ministre ne connaît pas du tout le dossier? Je peux-tu dire ça que le programme est sur 2 ans, 4 cohortes, janvier puis l'automne, que la cohorte qui est terminée, elle est terminée, c'est fini. Janvier, aujourd'hui, c'est fini. C'est 3 000 qui ont mis 750 dans leur poche pendant plus de 20 semaines. Ça, c'est 50 millions, gone with the wind, en pure perte, Madame la Présidente. C'est du gaspillage dont il est question. Là, le premier ministre est en train de s'épivarder, de créer 153 milliards pour payer le gaspillage. On peut-tu le ramener sur terre? Va-t-il, pour les 2 ans qui lui restent, arrêter de gaspiller? La réponse du premier ministre. Bon. On a vu 15 années libérales où l'économie du Québec performait moins bien que celle du reste du Canada. Depuis 6 ans, Madame la Présidente, la croissance économique par habitant est plus forte au Québec que dans le reste du Canada. Les salaires augmentent plus vite au Québec que dans le reste du Canada. Le revenu après impôt augmente plus vite au Québec que dans le reste du Canada. On n'a jamais vu ça dans les années libérales. Donc, avant de critiquer notre approche, qui est flexible, qui est agile, je pense qu'ils devraient regarder leurs résultats. Un peu de silence, je vous prie, je vous entendais beaucoup. Deuxième complémentaire. Regardez les résultats, 7 milliards de surplus, puis on est dans le trou d'11 milliards, Madame la Présidente. Il parle d'être agile, d'être flexible. Il est bien agile, puis il est bien flexible sur le gaspillage. Les Kings de Los Angeles, 7 millions, bye-bye,
90 000 lentilles dont les ophtalmologistes ne voulaient même pas, Madame la Présidente. 6 millions, bye-bye. Panier bleu, notre Amazon québécois farmé, 22 millions, bye-bye. Fiasco, ça clique, plus de 41 millions en temps supplémentaire par un gardien de sécurité, bye-bye. Premier ministre, peux-tu dire bye-bye? La réponse du... Peu de silence. La réponse du premier ministre. Oui. Je comprends qu'il y a une course à la chefferie, puis il y a comme un concours pour celui qui va parler le plus fort. Madame la Présidente, les résultats sont là depuis 6 ans. Je voyais un reportage, je pense c'est hier ou avant-hier, à Radio-Canada, sur la filière batterie. Madame la Présidente, prenons juste le parc industriel de Bécancour. Je vois un député là, qui est pas loin de là, un ancien, pardon. Et c'était un parc industriel qui était vide pendant les 15 années libérales. Maintenant, il est plein, Madame la Présidente. Donc, on crée des emplois payants, puis l'économie va mieux que celle du reste du Canada. C'est ça le résultat. Troisième complémentaire. À la place du premier ministre, ce matin, je ne parlerai pas de plein puis de vide. Parce que les coffres étaient pleins en 2018, puis là, sont vides aujourd'hui. Je ne parlerai pas de plein puis de vide. Qui lâche le parc industriel, puis qui reviennent à Québec. Puis je vais citer des sources témoins de l'entourage du premier ministre. Le 23 septembre... Attendez, Monsieur le chef. Vous êtes trop bruyant à droite. Je vous entends trop. J'aimerais que le... Monsieur le leader, c'est beau, je suis en train de gérer. Monsieur le leader, n'en rajoutez pas. Silence. J'aimerais entendre la question et uniquement le chef a le droit de parole. 14 secondes. Source, Véronique Prince, de l'entourage du premier ministre. Fini les annonces tant qu'elles ne sont pas ficelées. C'est fini l'époque où l'argent n'était pas un problème. Les conseillers du PM qualifient la situation de nouvelle réalité. Pour ces 2 ans qui restent, confirme-t-il les sources de Véronique Prince? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, ça fait toujours partie des décisions depuis 6 ans de bien gérer les finances publiques. Le ministre des Finances, la présidente du Conseil du Trésor font un travail extraordinaire. Madame la Présidente, on a réussi à baisser les impôts. On a réussi à augmenter les budgets d'éducation et de la santé de 50 %. C'est pas mal différent que quand on compare avec les coupures qu'on voyait, Madame la Présidente, dans les services quand on avait le gouvernement libéral. Donc, Madame la Présidente, oui, on a fait des choix. On va revenir à l'équilibre budgétaire sur 5 ans. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la Présidente, le parti qui se dit le Parti des régions, le Parti de l'économie, vient de présenter sa réforme du monde minier. Et dans les régions minières du Québec, les réactions pour le gouvernement sont dévastatrices. La conférence des préfets de l'Abitibi-Témiscamingue a qualifié le projet de loi ainsi. Nous risquons non seulement de freiner les investissements, mais aussi de compromettre le dynamisme de la région. Cette approche constitue un recul significatif pour notre région. Le projet de loi pourrait compromettre ou rendre caduques des entreprises qui veulent développer le secteur minier en restreignant leur capacité de découvrir de nouveaux gisements essentiels à l'industrie et à l'avenir économique du Québec, Madame la Présidente. Ça, c'est pas l'industrie minière, c'est pas le Parti libéral qui le dit, ce sont les élus municipaux en Abitibi-Témiscamingue. Comment un parti qui se prétend le gouvernement des régions peut présenter un projet de loi qui viendrait stopper le dynamisme de l'Abitibi-Témiscamingue? La réponse de la ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Merci, Madame la Présidente. Je suis contente de pouvoir me lever pour parler du projet de loi sur les mines, un projet de loi qui est important, qui était attendu par tous les partenaires du secteur. Depuis 2 ans, Madame la Présidente, que je suis en poste, mais depuis plus longtemps, on travaille pour développer la filière des minéraux critiques et stratégiques, notamment, dans un contexte où on a une volonté de faire de nos régions, de continuer de développer nos régions de manière économique, mais de trouver cet équilibre avec les municipalités, avec les communautés locales, Madame la Présidente. C'est dans ce sens-là qu'on a fait des consultations il y a 1 an et que je m'étais engagée à revoir la loi sur les mines pour avoir une meilleure harmonisation des usages. Et ce qu'on a déposé dans le projet de loi, c'est une approche qui est équilibrée et qui permettra le développement économique, parce que c'est notre volonté de continuer le développement économique, mais tout en ayant des mesures qui permettent d'avoir une meilleure écoute, une meilleure approche avec les communautés locales, notamment la fin des claims en terre privée, mais avec la possibilité pour les MRC comme l'Abitibi qui le souhaiteraient poursuivre, comme c'est le cas actuellement,
de pouvoir dire, bien, on va continuer comme c'est le cas actuellement. Alors, moi, je serais prêt à en débattre avec le collègue de Pontiac s'il veut bien qu'on avance dans le projet de loi. Première complémentaire. La ministre répète sans cesse qu'elle a un équilibre avec son projet de loi. Mais l'équilibre qu'elle a atteint, Mme la Présidente, c'est qu'elle a réussi à faire en sorte que tout le monde est contre son projet de loi. Les explorateurs miniers l'ont qualifié de dévastateur. La Fédération des chambres de commerce a dit que le gouvernement rate complètement sa cible. L'Abitibi, au quasi complet, est contre. Le seul allié qu'elle a trouvé, c'est Québec solidaire qui voulait nationaliser 50 plus 1 des mines. C'est vraiment l'allié que vous voulez, ça? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, dans les consultations particulières, plusieurs autres partenaires sont venus dire que ça prend une réforme, que plusieurs mesures dans la loi sont très intéressantes et que ça prenait des actions concrètes considérant la spéculation qui se fait en ce moment sur les claims, la pression qui est mise sur les municipalités et sur les citoyens. Alors, il était important de ramener la communication entre le milieu, l'industrie minière et les communautés locales, d'avoir une meilleure harmonisation. On le dit, on le répète, nous, on souhaite avoir des projets miniers, mais des projets miniers qui ont de l'acceptabilité sociale. Dans le projet de loi, des très bonnes mesures, saluées par tous, le BAP pour les projets miniers, Bureau d'audience publique sur l'environnement. Alors, on dirait que mon collègue, le député de Pontiac, semble juste entendre ce qu'il veut entendre. Deuxième complémentaire. Il y a des préoccupations légitimes par rapport aux mines, Madame la Présidente, c'est vrai. Mais en Abitibi, là, il y a une collaboration qui est déjà harmonieuse, puis la ministre, elle jette ça par la fenêtre en faisant du mur à mur. C'est un abandon complet de l'Abitibi-Témiscamingue. Les élus des régions minières, ils devraient avoir honte de se présenter devant leurs électeurs avec un projet de loi comme celui-là. Ils ont dit aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue que c'est un parti économique. C'était de la fausse représentation. Comment ils peuvent justifier ça à l'Abitibi? La réponse de la ministre. Madame la Présidente, c'est tout sauf du mur à mur. La mesure dont fait mention mon collègue député de Pontiac, on pourra en débattre lorsqu'on avancera dans le projet de loi. Malheureusement, la volonté du côté de l'opposition libérale ne semble pas être présente alors que l'ensemble des partenaires souhaitent une réforme du régime minier. Et c'est ce qu'on fait, Madame la Présidente. On a des mesures qui sont équilibrées et il me fera plaisir d'en débattre avec mon collègue s'il souhaite qu'on finisse par avancer. Madame la Présidente, les mesures qui sont dans le projet de loi permettent aux municipalités de, puis là, je vais être bien claire, là, permettent aux municipalités qui souhaitent poursuivre le développement minier de le faire facilement en envoyant par la MRC un avis. Et ils vont pouvoir poursuivre les travaux qui vont se faire en terre privée. Et ça me fera plaisir d'en débattre. Et c'est terminé. Attention à certains propos. Monsieur le député, en question principale, je reconnais la députée de Saint-Laurent. Bonjour, Madame la Présidente. On va rester en région. Vous savez, on a fait le cas des Forges de Sorel. Par la suite, on est allé se promener au Saguenay avec le First Phosphate, qui, elle aussi, c'est une entreprise qui a besoin de blocs d'énergie pour pouvoir faire son développement. Mais là, maintenant, on va aller dans l'Est du Québec. Cascade, je pense que le ministre de la Santé est d'accord avec moi pour dire que c'est un fleuron québécois. Bien, on pouvait entendre à CLFM M. Michel Lagacé, le président de l'Alliance de l'énergie de l'Est, qui est très inquiet du manque d'électricité et qui veut freiner les ambitions d'entreprises locales comme Cascade. Il dit la chose suivante. On est conscient qu'on est en quasi-urgence énergétique actuellement. Les gens regardent le 354 MW réservé pour Nordvolt en se disant « on peut-tu l'utiliser ailleurs? » Tout le monde est d'accord avec cet argument-là. Même le Québec King, incluant même Nordvolt, dit « on peut libérer des blocs d'énergie ». Qu'est-ce que le gouvernement attend pour répondre aux emplois en région? La réponse de la ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. Oui, Madame la Présidente. Alors, bien, c'est une discussion, un sujet dont on a beaucoup discuté ces dernières semaines et notre approche est très claire, à savoir qu'il faut à la fois travailler à décarboner l'économie et à la fois travailler aussi à développer l'économie du Québec dans des nouveaux créneaux. Alors, dans le contexte où on se trouve à l'heure actuelle, c'est sûr qu'il y a une moins grande disponibilité de blocs d'énergie et par conséquent, on s'est donné de critères qui sont accessibles en ligne pour faire en sorte de nous assurer que les blocs énergétiques et les projets qui vont aller de l'avant répondent à l'ensemble des critères, à savoir à la fois le développement économique, la création d'emplois bien rémunérés pour les Québécois, à la fois le développement également social et le respect des principes environnementaux. Donc, c'est l'ensemble des critères qui nous guident dans les choix qui sont faits pour les demandes de blocs énergétiques de plus de 5 mégawatts.
dans le contexte actuel. Il nous faut choisir parce qu'on a réussi à attirer énormément de projets. Et ça fait en sorte qu'on a la capacité maintenant de choisir les projets qui sont les plus porteurs sur la base de ces critères que je viens de vous énumérer. En terminant, première complémentaire. Madame la Présidente, le premier critère au Parti libéral du Québec, ça s'appelle « Maître chez nous ». Quand vous nous dites des emplois pour plein de personnes, je vous invite à lire la décision du tribunal administratif que ma collègue de Bourassa a déposée. C'est pour les Coréens. Il faut que vous parlez coréen pour travailler au Québec maintenant. Madame la Présidente, je vous parle de fleurons québécois qui, eux, on leur dit non parce que le gouvernement préfère dire oui aux Américains, aux Suédois, puis aux Chinois, puis aux Coréens. L'an donné, pouvez-vous comprendre une seule chose? Québec d'abord. La réponse de la ministre. Bien, je suis contente d'entendre ça. Québec d'abord de la députée, parce que quand elle nous parle des forges de Sorel, elle nous parle d'une entreprise qui est de propriété européenne. Alors, voilà, je pense qu'il y a comme convergence de vues avec nous. Et la preuve étant, c'est qu'elle nous est revenue après une première intervention sur ce sujet-là, en disant l'important, c'est que les forges de Sorel embauchent des Québécois. Et par conséquent, il faut les aider parce que ça va donner du travail aux Québécois. Bien, exactement. Alors que l'on aide une entreprise qui est à propriété étrangère ou québécoise, il n'en demeure pas moins que les emplois qui sont créés sont des emplois pour lesquels les Québécois vont pouvoir travailler avec des salaires bien rémunérés dans des créneaux d'avenir. Deuxième complémentaire. 85 ans que les forges existent au Québec. Vous avez un chauffeur, allez vous promener. Au Saguenay, First Phosphate, c'est une entreprise québécoise. Cascade, son collègue était vice-président là-bas. C'est très québécois chez Cascade. Là, on donné, là, c'est très simple. Tout le Québec Inc. est d'accord. Les maires sortent pour que les blocs d'énergie soient loués. Nordvolt elle-même a dit sa place publique qu'ils sont prêts à les distribuer dès maintenant, en attendant, parce qu'ils ne sont pas prêts. Écoutez, même les caucus veulent les blocs d'énergie dans leur région. Pourquoi que le gouvernement refuse? La réponse de la ministre. Oui, Madame la Présidente. Alors, j'ai l'impression qu'on veut aller trop vite parce qu'en fait, il y a des projets d'entreprise qui vont requérir des blocs d'énergie pour lesquels l'échéancier, le calendrier n'est pas encore défini. Je sais que la députée de Saint-Laurent aimerait que ce soit le cas, puis qu'on connaisse déjà, par exemple, ce dont Nordvolt a besoin dès l'année prochaine et dans les 2 prochaines années. Ce n'est pas le cas. On attend de voir leur nouvel échéancier et ça va nous permettre d'orienter les blocs d'énergie envers Nordvolt ou d'autres entreprises s'il y a possibilité de se faire. Mais encore faut-il avoir le portrait complet de l'échéancier avant de pouvoir décider s'il y a réallocation ou pas. Nous, on va aider la création d'emplois dans des secteurs stratégiques. En question principale, je reconnais le député de Néligan. Merci, Madame la Présidente. Écoutez, Madame la Présidente, la ministre vient de céder à la pression populaire, vient de céder à la pression de l'équipe du journal Le Devoir, l'équipe d'enquête, et il vient de déclarer publiquement que le document que j'ai caviardé ne le sera plus et il va le publier. Bravo, bravo, Madame la ministre, vous avez pris la bonne décision. C'est la bonne décision au nom des familles endeuillées de finalement dévoiler la vie. Et ce qui m'intéresse, Madame la Présidente, ce n'est pas qu'il le dévoile. Elle est responsable de la sécurité routière. C'est elle qui est responsable sur le bilan routier. Aujourd'hui, elle fait face à une question très importante. Est-ce qu'elle préfère le statu quo ou elle préfère sauver des vies? C'est ça la question que les familles endeuillées se posent aujourd'hui. Elle est très simple. Elle a le droit de dire « c'est une décision politique. Je reste sur le statu quo ou bien on va arrêter les 95 morts par année. » La réponse de la ministre, c'est là, je vous prie. La réponse de la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Bien, effectivement, puis je vais prendre le temps de replacer l'entièreté des éléments que j'ai placés en mêlée de presse juste avant d'arriver ici. Et j'ai dit qu'effectivement, comme je l'ai expliqué hier, les demandes d'accès à l'information à la Société d'assurance automobile du Québec sont gérées par la Société de l'assurance automobile du Québec. Je ne m'en mêle pas, raison pour laquelle je n'étais pas au courant que ce document-là existait. Je n'étais pas au courant qu'il y avait eu une demande d'accès. Je n'étais pas au courant de la réponse à la demande d'accès jusqu'à ce que le député nous montre le document la semaine dernière. Ceci étant, il y a eu hier un article où on en avait des bribes, ou en tout cas l'essentiel du contenu. Il y a un autre article ce matin, d'ailleurs, où on fait état de l'opinion d'Éducalcool qui est opposée au point 05. Mais donc, compte tenu de ça, on a dit à la SAAC,
réévaluer, si vous jugez que ça respecte la loi, de rendre le document public, compte tenu qu'il y a beaucoup de discussions collectives à ce sujet-là actuellement. Si vous jugez que ça respecte la loi, et non pas à la demande de la ministre express, mais bien si vous jugez que ça respecte la loi, moi, je suis tout à fait à l'aise qu'on le rende public. Et ça a été rendu public. Si ce n'est pas déjà le cas, ça le sera dans les prochaines minutes sur le site Internet. Donc, tout le monde peut la consulter. Mais, Madame la Présidente, la décision, elle a été prise. On a été très clair. On a déjà un régime qui est extrêmement sévère en matière de conduite avec les facultés affaiblies. On a fait un projet de loi pour faire avancer la sécurité routière. On en fait déjà beaucoup, Madame la Présidente. Première complémentaire. Madame la Présidente, je ne sais pas s'il a lu le dossier d'enquête du journal Le Devoir. Il n'y a plus de contrôle routier. Vous ne pouvez pas continuer à dire la même chose, Madame la Présidente. Il a dit qu'il vient de dire qu'il a lu la semaine dernière. Je vais répéter ma question. Les familles endeuillées aujourd'hui, ils veulent savoir, est-ce que, oui ou non, ils partagent la conclusion de l'étude. Et les responsables de la SAQ ne peuvent pas dire c'est leur décision. C'est sa décision. C'est elle qui est ministre. Est-ce qu'ils partagent que c'est une mesure porteuse? La réponse de la ministre. Oui, bien, Madame la Présidente, la sécurité routière, on en a fait une priorité. Une des premières choses que j'ai faites quand je suis devenue ministre des Transports, c'est de faire le plan d'action en sécurité routière dans lequel il y a une foule de mesures qui s'ajoutent à ce qui avait déjà été fait cumulativement au fil des ans, notamment en matière de modalités qui encadrent la conduite avec les facultés affaiblies. On a des avancées majeures, dont un article du projet de loi qui amenait l'interdiction d'alcool pour les personnes qui ont un nouveau permis de classe 6 pour les motocyclistes. On a le régime le plus sévère, Madame la Présidente, au Canada. Je ne sais pas pourquoi le député ne comprend pas ça. C'est pas pour rien que ses propres collègues n'ont jamais adopté le 0.05. C'est parce qu'eux aussi trouvent qu'on a déjà un régime sévère et qu'on est déjà extrêmement proactif en matière de sécurité routière au Québec. Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, il a choisi d'être dans le même rang que l'UYOCAN. C'est son choix. Aujourd'hui, je parle au nom de Antoine Bittard et de Daniel Fortin. Les deux, ils ont perdu leur enfant. Ils veulent savoir. La mesure, elle est porteuse. C'est la conclusion de la SAQ. Toutes les autres provinces sont allées de l'avant avec cette mesure. Même vos collègues caquistes. Le leader parlait de 3, je peux lui dire il y a une dizaine. Est-ce que vous allez leur donner le droit de voter librement demain? Monsieur le leader, vous adressez à la présidence. La réponse de la ministre. Bien, Madame la Présidente, là, parlons un peu du Parti libéral qui a été là 15 ans. 2010, Sam Hamad, ministre libéral des Transports. Suite à nos analyses actuellement et suite à nos consultations que nous avons effectuées auprès des citoyens et des organismes, nous avons décidé de retirer le 0.05. Ministre libéral des Transports en 2010. 2018, notre ami le député de Pontiac libéral qui est assis en face de moi. 2018, qu'est-ce qu'il a dit? Alcool au volant, le 0.05 suggéré à la justice, mais rejeté au transport. Le ministère québécois de la Justice voit d'un bon œil l'idée d'imposer des sanctions aux automobilistes dès que l'alcoolémie atteint 0.05, mesure qu'a rejeté le député libéral de Pontiac, qui ne regarde pas en ce moment, mais qui sait très bien qu'il l'a rejeté à son époque. Alors, s'ils en font une obsession, est-ce que leurs candidats à la chefferie sont prêts à mettre... Et c'est trop bruyant. C'est trop bruyant. Je vous entends, c'est trop bruyant. On retrouve le silence. J'aimerais maintenant entendre... En question principale, le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Hier, j'ai parlé au nom des centaines de milliers de Montréalais qui ont besoin du métro chaque matin pour se rendre au travail. Et le premier ministre, il n'a même pas daigné me répondre. Hey, c'est 800 000 déplacements par jour, le métro de Montréal. C'est plus que n'importe quelle autoroute au Québec. C'est 100 fois plus que le troisième lien imaginaire du premier ministre. Mais quand il y a des stations de métro qui ferment par manque d'entretien, il ne montre aucun intérêt pour les usagers du métro. Il ne prend aucune responsabilité pour sa décision de définancer l'entretien du transport collectif. Il ne pose aucun geste pour rectifier la situation. Puis je vais vous dire pourquoi, Madame la Présidente. Parce que pendant que les poutres du métro s'effritent, le premier ministre il a la tête ailleurs. Il rêve à son troisième lien à 10 milliards de dollars. J'aimerais ça ce matin qu'ils regardent la caméra et qu'ils disent aux Montréalais, aux Montréalaises que le métro, c'est la plus grande infrastructure de transport au Québec, que c'est important pour lui puis qu'il va s'en occuper parce qu'il est le premier ministre de tous les Québécois, de toutes les Québécoises, y compris le monde de Montréal. J'aimerais ça qu'il prenne sa part de responsabilité pour entretenir le transport en commun à Montréal puis partout au Québec.
Est-ce qu'il va le faire? La réponse du premier ministre. Oui. Madame la Présidente, quand on parle de transport collectif, le financement vient de 3 sources. Première source, la Ville, dans ce cas-ci, la Ville de Montréal. Deuxième source, le gouvernement du Québec. Troisième source, le gouvernement fédéral. Quand on regarde, Madame la Présidente, l'évolution de la contribution du gouvernement du Québec depuis 2018, on voit, là, en rouge, c'était les libéraux, on finançait 9 milliards. On est maintenant rendu à 13 milliards. Bon. Évidemment, il y a des discussions qui ont lieu avec la Ville de Montréal, à savoir quelle part devrait être pour le maintien d'actifs et quelle part devrait être pour le développement, entre autres le prolongement de la ligne bleue. Et en bout de ligne, c'est la Ville de Montréal qui gère son transport collectif, comme les autres grandes villes au Québec. Donc, Madame la Présidente, on finance d'une façon record le transport collectif. Je comprends que Québec solidaire trouve que c'est jamais assez, mais, Madame la Présidente, je pense qu'on fait un effort. Donc, il faut aussi que la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral fassent leur part. Première complémentaire. Là, Madame la Présidente, là, ça suffit de tordre les chiffres pour fuir ses responsabilités. Si on tient compte de l'inflation, la CAQ a coupé dans l'entretien du transport collectif. Ils sont prêts à mettre 10 milliards pour un pont où il va y avoir 9000 voitures par jour, mais ils ne veulent pas en faire plus pour le métro de Montréal où il y a 800 000 déplacements chaque jour de la semaine. Comment le premier ministre peut justifier ça? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, nous, on n'est pas à la CAQ dogmatique. Il faut investir, Madame la Présidente, dans le transport collectif, mais on pense qu'il faut aussi investir dans le transport routier, parce que si on veut tantôt des autos électriques, des camions électriques, il va falloir avoir des routes. Maintenant, parlons du transport collectif. On ne tord pas les chiffres. On dit les libéraux mettaient 9 milliards, on met 13 milliards. Maintenant, encore une fois, ça se sépare en deux. Le 13 milliards, il y a une partie en maintien d'actifs, puis il y a une partie en développement de nouveaux projets. Puis évidemment, c'est fait avec la Ville de Montréal, dans ce cas-ci, qui fait ses choix. Deuxième complémentaire. Le gouvernement du Québec aussi peut faire ses choix. Et j'ai une proposition concrète pour lui. On met 13 milliards de dollars pour électrifier des autobus qui représentent 0,4 de nos gaz à effet de serre. 13 milliards pour 0,4 Je demande au premier ministre d'être un écologiste modèle, juste être d'un bon comptable. Est-ce qu'il reconnaît avec moi que cet argent-là serait mieux utilisé pour entretenir le transport collectif, à commencer par le métro de Montréal? La réponse du premier ministre. Bien, j'aurais tout entendu, Madame la Présidente. Québec solidaire qui est contre l'électrification des transports, qui dit arrêtez de mettre de l'argent pour électrifier les autobus, arrêtez d'électrifier les transports. J'en reviens pas, j'ai bien de la misère à suivre Québec solidaire. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Mercier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Un enfant sur 5 au Québec a faim durant sa journée d'école. Ça, c'est plus de 300 000 enfants. Personne au Québec accepte cette réalité et la population québécoise veut qu'on agisse. La preuve, il y a un sondage de Léger qui dit que 67 % des Québécois sont d'accord pour qu'on serve des lunchs à l'école pour les enfants. Même les gens qui n'ont pas d'enfants sont d'accord avec ça parce que c'est un investissement pour toute la société. La première étape, c'est d'aller chercher notre argent, 200 millions de dollars du fédéral pour l'alimentation scolaire. Je répète, ça, c'est notre argent, l'argent de tous les Québécois, puis il faut le rapatrier sans aucune condition. Il faut le faire rapidement parce que les élections fédérales sont imminentes. Il ne faut pas qu'on perde cet argent-là. Est-ce que le ministre de l'Éducation est d'accord pour qu'on fasse tout le monde ensemble, front commun, pour aller chercher les 200 millions de dollars à Ottawa? La réponse du ministre de l'Éducation. Bien, Madame la Présidente, il y a des discussions avec le gouvernement fédéral. Ils ont annoncé un programme d'aide alimentaire. Alors, évidemment,
On va discuter, puis on va essayer surtout de s'entendre avec eux. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de très bonnes mesures qui fonctionnent très bien actuellement dans nos écoles québécoises. Je rappelle qu'on a augmenté de 25 à 65 millions le programme d'aide alimentaire dans les écoles québécoises. Et je pense que la dernière chose que Québec solidaire et cette Chambre veulent, c'est qu'on aille faire du chevauchement, qu'on aille dédoubler ce qui existe déjà. Alors, il faut s'assurer que les éventuelles sommes d'argent qu'on obtiendra du fédéral viennent s'intégrer, viennent s'ajouter d'une manière intelligente et efficace au programme qui existe déjà et qui nous a permis donc d'augmenter de beaucoup le nombre d'élèves qui sont nourris quotidiennement, que ce soit le matin ou le midi, notamment avec le club des petits déjeuners ou avec la cantine. Alors, on travaille là-dessus, Madame la Présidente. Je pense qu'il y a moyen de s'entendre, mais faisons les choses intelligemment. Première complémentaire. Madame la Présidente, je suis vraiment ravie d'entendre que le ministre de l'Éducation est d'accord avec le principe d'aller chercher cet argent-là, puis qu'il y ait du travail qui est fait. C'est pas le son de cloche qu'on avait il y a 3 semaines de la part du premier ministre. Maintenant, ça va être important, là, parce que la statistique qui heurte beaucoup les Québécois, puis tout le monde ici, c'est de régler le problème du 1 enfant sur 5 qui ne mange pas à sa faim. Donc, cet argent-là, il faut qu'on s'en serve pour régler cette situation-là, pour que les enfants puissent manger à leur faim, pour améliorer le programme. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je pense que j'ai été clair. Il y a une volonté de s'entendre avec le gouvernement fédéral, mais il faut faire les choses pour que l'argent qui soit investi ne vienne pas dédoubler ce qui se fait déjà. Et donc, si on est capable de partir sur cette base-là, je pense qu'il y a matière à dialogue et, franchement, de notre côté, on l'espère, matière à entente. Maintenant, Madame la Présidente, il faut parler de l'aide alimentaire, mais il faut élargir la question également à l'aide aux familles. Parce que l'aide alimentaire, c'est important, mais il ne faut pas oublier les autres mesures qui ont été mises de l'avant pour venir en aide aux familles. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, Madame la Présidente. Je ferai une liste exhaustive dans la dernière réponse. Terminant. Deuxième complémentaire. On veut que le programme soit efficace, puis ce qui est important, c'est que plus jamais un enfant aille à l'école le ventre vide. Et pour ça, ça prend des investissements, puis après ça, on peut travailler en collaboration ensemble sur la façon de gérer ce programme-là. Bien sûr, il n'y a personne qui veut un dédoublement, mais c'est important que le travail que vous êtes en train de faire pour aller chercher cet argent-là d'Ottawa serve à améliorer l'alimentation scolaire dans les écoles, parce qu'un enfant sur 5 qui a faim, ça, on ne peut pas accepter ça. La réponse du ministre. Madame la Présidente, parmi les aides aux familles là, que nous avons apportées, là, on a limité à 3 % l'augmentation des tarifs gouvernementaux. On a réduit les taxes scolaires. On a aboli la taxe famille des libéraux. Un tarif unique pour les services de garde, 300 $ gratuits pour le projet particulier, 300 $ de livres nouveaux par enseignant à la rentrée scolaire, plus d'argent pour la culture à l'école, etc., etc. L'autre chose qu'il faut dire, Madame la Présidente, dans les quelques secondes qui me restent, il ne faut pas oublier les parents dans cette équation-là. Les premiers responsables de l'éducation et de l'alimentation des enfants, ce sont les parents. Et donc, il faut trouver un équilibre là-dedans. Il ne faut pas déresponsabiliser les parents. Il faut que les parents soient des partenaires dans cette initiative collective. En question principale, je reconnais maintenant le député de Jean Talon. Madame la Présidente, le gouvernement avait promis de freiner le déclin du français. On se souvient des paroles du premier ministre, « Survie de la nation, risque de louisianisation du Québec ». Le gouvernement n'avait pas de mots assez forts pour décrire notre avenir si le Québec n'est pas en mesure de franciser. On nous promettait des mesures jamais vues auparavant. On est servi en coupant dans la francisation des immigrants, les classes fermes, et on met des enseignants au chômage. Les budgets ont été coupés dans les centres de services scolaires. En Estrie, dans l'Anaudière, en Montérégie, partout, l'offre a été réduite à presque rien. Et là, on apprend qu'à Québec, dans notre capitale nationale, il est devenu impossible de s'inscrire à un cours de francisation de niveau 1. Les centres de francisation sont fermés aux nouveaux élèves. Il n'y a pas 6 mois, le gouvernement disait que son plan est audacieux. Aujourd'hui, ce qu'on voit, ce sont des coupes qui nous font reculer. Est-ce que le ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration peut nous expliquer comment il compte franciser sans offrir de cours de francisation? La réponse du ministre de l'Immigration, de la francisation et de l'Intégration. Merci bien, Madame la Présidente. Je suis content d'avoir la question du collègue parce que, écoutez, si je lis
les comptes Twitter, les comptes X de mes collègues, puis certains articles, on a l'impression que c'est une grosse coupure en francisation. On francise de moins en moins. Les gens n'apprendront pas la langue. Madame la présidente, c'est pas exact. C'est pas ça qui se passe sur le terrain. Francisation Québec, c'est une grande avancée pour le Québec. C'est un guichet unique qui francise avec l'aide de 3 partenaires, les centres de services scolaires, les organismes communautaires et Francisation Québec qui lui-même embauche ses propres professeurs. Et quand un cours se termine, il n'est pas automatiquement renouvelé dans chacun des réseaux parce que c'est Francisation Québec qui joue le rôle de tour de contrôle et qui réouvre des fois dans le même réseau une autre classe, des fois dans un autre réseau. L'an passé, pareille date, première semaine d'octobre, il y avait dans les centres de services scolaires 15 488 élèves. Cette année, première semaine d'octobre, dans les centres de services scolaires, 23 000 élèves. 14 000, 23 000. Augmentation de 50 %. Conclusion de ma collègue, quelle coupure. Ça ne marche pas, Madame la présidente. Première complémentaire. Le gouvernement dit que la situation est critique. Et là, ce sont les intervenants en francisation à Québec qui disent que la situation est critique à cause des coupes du gouvernement. Je leur ai parlé dans les derniers jours. Ils sont catastrophés. Alors, c'est quoi cette intention-là avec Francisation Québec? L'intention, c'est de couper des budgets sur ce qui fonctionne déjà en francisation, de fermer des classes qui fonctionnent déjà pour attendre, on ne sait où ni quand, le relais de Francisation Québec, un autre brassage de structure, faire une chose, dire le contraire. Qu'est-ce qu'on répond aux étudiants qui veulent être francisés aujourd'hui à Québec? La réponse du ministre. Bon, on leur répond, inscrivez-vous à Francisation Québec. Vous allez être admis, vous allez être pris en charge, on va vous diriger vers votre cours. Il est faux de penser que les gens qui veulent suivre des cours de francisation vont cogner à la porte d'un centre de francisation. Prenez des notes, tout le monde, ça fait quasiment 2 ans que c'est plus de même. D'accord? On appelle à Francisation Québec, on s'inscrit et on se fait assigner une classe, un prof, un cours. Parfois, c'est dans un centre de service scolaire. Il y en a 50 % de plus cette année que l'an passé. Notez ça. Parfois, c'est à Francisation Québec. Parfois, c'est chez un autre partenaire. Quand on augmente de 50 % les cours en 1 an, c'est tout sauf une coupure. S'il vous plaît, un peu de bonne foi. Deuxième complémentaire. Le ministre continue à me parler de structure, de budget, tout ça. Les gens le disent, les classes sont fermées, là. Elles sont fermées, il n'y a pas de nouvel étudiant qui va pouvoir s'inscrire à des cours de francisation à Québec. C'est ça la situation actuellement sur le terrain. Alors moi, je repose la question au ministre. Outre de parler de structure puis de budget généralement, c'est ça la situation. Les élèves ne peuvent pas avoir accès aux cours. Qu'est-ce qu'il leur répond? Ils veulent se franciser, ils n'ont pas accès aux cours, ils sont fermés. C'est ça la situation demain, là. La réponse du ministre. Madame la présidente, mon collègue ne regarde que la partie centre de service scolaire, juste à Québec, puis se concentre à un endroit où un cours n'est pas renouvelé. Mais lorsqu'un cours n'est pas renouvelé à un endroit, il est ouvert ailleurs. Et Madame la présidente, on francise plus cette année que l'an passé. Les budgets augmentent, le nombre de classes augmente, le nombre d'élèves augmente, mais à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas répondre à une demande qui est infinie, alimentée par la perte de contrôle totale du gouvernement fédéral sur l'immigration temporaire. C'est ça qui augmente la liste d'attente. Ce n'est pas de supposées coupures du gouvernement. Alors, s'il vous plaît, Ottawa, je vais le dire en anglais, enough is enough pour les temporaires. S'il vous plaît, comprenez le message. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Verdun. Merci, Madame la présidente. Il y a 3 ans, le ministre de l'Environnement a créé un comité aviseur sur les changements climatiques. Dans le temps, l'objectif, c'était de guider l'action du gouvernement. Mais là, nous avons un grave problème. Des scientifiques renommés quittent le navire. Pierre-Olivier Pinault l'année passée et tout récemment, Catherine Potvin et Catherine Montmorency. On parle des experts renommés qui claquent la porte parce que, malgré leurs recommandations, la CAQ ne fait pas assez pour lutter contre les changements climatiques, et je les cite. Le gouvernement fait n'importe quoi parce que les élus savent très bien qu'ils ne seront plus en poste. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'une experte qui dénonce l'inaction de la CAQ. Je me demande à quoi sert donc un comité consultatif si la CAQ n'écoute pas leurs recommandations. Ma question est donc pour le ministre de l'Environnement. Qu'est-ce qui va advenir de son comité consultatif si les scientifiques n'arrêtent pas de démissionner?
La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. Merci à la collègue pour la question. C'est l'occasion de rectifier peut-être certaines informations. Tous ne démissionnent pas. On parle de 2 membres du comité qui ont convenu de ne pas renouveler leur mandat qui arrivait à échéance au cours des prochaines semaines. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a 11 sur 13 qui sont en poste et qui font un excellent travail. D'ailleurs, si on regarde au cours des dernières années, le comité a produit plusieurs rapports et plusieurs des recommandations qui étaient contenues dans ces rapports-là ont pris la forme de mesures concrètes dans les plans de mise en œuvre qui ont suivi. Ce qu'il faut rappeler aussi, que c'est un comité qui est complètement indépendant. Ce n'est pas le gouvernement du Québec qui dicte les travaux et les sujets qui doivent être priorisés. Donc, si les 2 collègues qui quittent manifestement avec certaines doléances n'ont pas réussi à imposer leur propre thématique auprès de leurs confrères et consoeurs, ce n'est pas la responsabilité du gouvernement du Québec. C'est elles qui n'ont pas réussi à faire valoir leur agenda. Il faut savoir que plusieurs des recommandations qu'elles évoquent ces derniers jours ne faisaient même pas partie des rapports et certaines de ces recommandations ont été rejetées par l'ensemble des formations. Première complémentaire. Madame la Présidente, les scientifiques ne sont pas partis avec une lettre de félicitations au ministre. Je les cite. « Le Québec n'est pas sur la voie de la décarbonation. La réduction des émissions du Québec, elle est presque nulle. Les actions qu'on pose ne réussissent pas à juguler le problème. C'est un comité bidon. » Quand les scientifiques écrivent ça en partant, là, c'est pas un refus de renouveler. C'est une démission puis un grave problème. Est-ce que le ministre peut admettre qu'il manque de l'écoute envers son propre comité aviseur? La réponse du ministre. Encore une fois, c'est un comité qui est complètement indépendant. Ce sont les membres du comité qui déterminent l'objet de leur prochain rapport, de leur prochain sujet d'étude. Si les 2 membres qui ont convenu de ne pas renouveler leur mandat n'ont pas réussi à imposer les thèmes qui leur sont chers auprès de leurs confrères et de leurs consoeurs, ce n'est certainement pas de la faute du ministère de l'Environnement ou du gouvernement du Québec. Il y a des propositions qui sont légitimes, mais qui ne reçoivent pas l'accueil nécessaire pour aller de l'avant. Le Parti libéral, Québec solidaire se sont notamment prononcés contre, et le Parti québécois, contre la taxe kilométrique. Donc, ce n'est pas parce qu'une idée est lancée qu'elle est forcément Deuxième complémentaire. Madame la Présidente, pardon, si les scientifiques claquent la porte parce qu'ils ne sont pas capables de défendre un bilan médiocre en matière de lutte au changement climatique de la part de la CAQ. Parce que qu'est-ce qu'on a comme bilan? C'est un plan de lutte au changement climatique qui est incomplet, qui est insuffisant, qui a été déposé au milieu de l'été, comme ça personne n'entend parler. On rate nos cibles de réduction, c'est écrit noir sur blanc. Je répète, à quoi ça sert d'avoir en place un comité des experts si la CAQ demeure dans l'inaction? La réponse du ministre. Le collègue a certainement manqué plusieurs entrevues intéressantes, dont celle du président du comité consultatif qui dit au contraire, c'est un comité qui a sa pertinence, c'est un comité qui travaille à améliorer ses pratiques, mais encore là, ce sont des questions de régie interne. Et on a 11 membres sur 13 qui sont mobilisés et qui continuent à faire le travail. Et pour ce qui est des 2 postes à combler, je rappelle à la collègue la procédure, ce n'est pas le gouvernement qui les nomme, c'est le scientifique en chef avec le président du comité consultatif qui vont suggérer des noms dans les prochaines semaines. Donc, 2 postes qui seront comblés avec des personnes certainement très mobilisées, très motivées à continuer le travail du comité scientifique en question. Donc, nous saluons les propos, mais ce n'est pas non plus des rapports. Question principale. Je reconnais maintenant la députée de Mille-Îles. Merci, Madame la Présidente. Alors, en septembre 2020, le ministre de l'Environnement nous promettait une grande révolution dans les demandes d'autorisation environnementale. Il nous promettait qu'en réallouant les ressources, le nouveau régime allait réduire de façon significative les délais d'autorisation sans pour autant affecter les exigences environnementales. Mais 4 ans plus tard, force est de constater que les résultats ne sont pas là. Les chiffres sont assez clairs, Madame la Présidente. En 2019, ça prenait 283 jours pour obtenir une réponse du ministère. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est une grosse avancée de 1 journée. On a gagné 1 journée, 282 jours. Un seul jour, ça, c'est l'exploit du ministre.
À Laval, on peut parler, c'est exceptionnel, là, 19 mois. Ça, c'est énorme. En revanche, Northvolt, lui, a eu vraiment le tapis royal 3 mois seulement. Alors, je pose la question. Est-ce qu'on aurait vu ces délais-là si Northvolt avait été à Laval 19 mois? La réponse du ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Merci, Madame la Présidente. La dernière intervention de la collègue il y a 2 semaines m'avait surpris. Je relevais les contradictions de ces questions. Je dois vous avouer que je suis tout aussi surpris ce matin. La modification à la loi sur la qualité de l'environnement qui permet cette réforme-là, c'est le Parti libéral qui l'a adoptée en 2018. Donc, de le voir s'étonner aujourd'hui m'étonne à mon tour. Mais ceci dit, elle était nécessaire, cette réforme-là. Il n'y avait pas eu de modification depuis 1972. Depuis une 50aine d'années que la loi n'avait pas été modifiée. Ce que l'on a fait il y a 3 ans maintenant, c'est de revoir les projets selon leur impact au niveau de l'environnement. Si les délais, encore une fois, il faut faire attention pour ne pas trafiquer les chiffres, mais si les chiffres ne semblent pas avoir bougé, c'est qu'on a soustrait de la procédure d'autorisation ministérielle des milliers de projets qui maintenant prennent quelques jours avant d'être autorisés parce qu'ils ont très peu, sinon pas du tout d'impact au niveau de l'environnement. Donc, les projets qui restent sont ceux qui ont des impacts majeurs et qui nécessitent des temps d'évaluation plus grands. Mais ce qu'il faut noter de cette réforme-là, c'est que plusieurs milliers de projets qui, aujourd'hui, peuvent passer en déclaration de conformité, ce qui vient accélérer les procédures d'évaluation. Voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales.